Bonsoir, bienvenue à vous pour ce nouveau rendez-vous d'Inside Clubhouse with Lola. Vous le savez, tous les soirs, je reçois une personnalité atypique, novatrice au parcours de vie inspirant. Si mon invité ce soir apaise vos nuits sur Clubhouse avec ses 432 Hz, son parcours, lui, est loin d'avoir été de tout repos. Aujourd'hui, je reçois Nordine Fayek. Bonsoir Nordine. Bonsoir Lola, merci de me recevoir au sein de Inside CH with Lola. Merci à toi. Merci d'avoir accepté de venir passer du temps avec moi et avec nous. Avant de démarrer, je rappelle que seule la première partie, c'est-à-dire la partie interview, est enregistrée avec l'accord de mon invité. Donc n'hésitez pas, vous qui êtes dans l'audience, à lever la main à la fin de notre entretien et monter on stage pour poser toutes vos questions à Nordine. Alors Nordine, tu nais à Bagneux à la fin des années 70. Ton papa est marocain, ta maman algérienne. Bagneux, c'est loin d'être une banlieue cossue. Dans les années 80, c'est la ville plaque tournante des trafics de cocaïne et de crack. Dehors, l'insécurité règne. À la maison, ce n'est pas mieux, parce que c'est un environnement ultra violent dans lequel tu grandis avec ton grand frère et ta petite sœur. Et puis il y a la pauvreté, et puis vous avez faim. Ouais, t'as dit le mot fin de plein de choses, de découvrir la vie et de fin de précarité. Et ça a démarré très très tôt. Très tôt, j'ai compris, très très petit, j'ai compris qu'il fallait se battre pour se nourrir et nourrir les gens que j'aimais, notamment ma petite sœur, Léonore. Très rapidement, à l'âge de 6 ans, il fallait que je gagne ma pitance, on va dire, mon goûter, me battre dans les cours de récréation pour pouvoir nourrir ma petite sœur de 3 ans qui était à la maternelle à l'époque. Donc j'ai très vite compris à l'âge de 6 ans qu'il fallait se battre pour plein de choses, pour éviter les coups qui volaient dans la maison, de voir des images, d'épargner les images de ma petite sœur, des images de violence d'une mère victime de violences conjugales. Il fallait protéger tout ça. Ouais, très petit, j'ai été baigné dans un bain de violence, on va dire. Voilà. Puis à l'école non plus, c'est pas un refuge, c'est pas un endroit rassurant pour toi parce que tu es confronté au racisme. Il y a un événement qui te marque, tu es accusé de vol par ta maîtresse d'école et à partir de ce moment-là, il y a un premier déclic. Ouais, carrément, le premier déclic, ouais, tout à fait, c'est lorsque tu te bats pour gagner ton goûter à la sueur de ton front et qu'on te traite de voleur parce que tu es le seul arabe dans l'école. Là, il y a eu un vrai déclic en disant bon, tu peux plus compter sur ta famille, tu peux plus compter sur l'éducation nationale, bah, tu vas compter que sur toi-même et tu vas trouver toutes les manières de trouver les combines pour tisser un chemin dans cette jungle urbaine, cette jungle. Ouais, très rapidement, ça m'a tout de suite calmé. Et j'ai nourri une violence interne qui m'a poussé à faire des choses pas très catholiques. Puis à 8 ans, tu deviens pupille de France. Explique-nous ce que c'est. Alors concrètement, Pupilles de France, c'est je vais dans un foyer à Cachan, c'est le foyer des Pupilles de France, c'est des orphelins, déjà à la base, historiquement, c'est des orphelins qui sont placés en internat. Et malheureusement, ma mère ne pouvait plus, mon père avait disparu des radars, ma mère pouvait plus trop s'occuper de nous, donc mon grand frère et moi-même, on a été placés à Cachan dans un internat, où là, c'était, euh, c'était une histoire où on était livrés dans un internat. On a passé des belles époques. C'est là où j'ai mûri toutes mes combines, toutes les combines pour faire de l'argent. Voilà, donc ouais, je suis placé en internat parce que ma mère vit des moments très difficiles. Ouais. Moi, j'ai des scènes où elle se fait défoncer la gueule par mon père. Et à un moment donné, on doit être protégé de toute cette violence. Et c'est avant de passer à la DAS, elle a eu un sursaut de OK, je vais vous placer pour que vous soyez à l'abri de ce qui se passe au quotidien. À 12 ans, il y a un film qui va être une véritable révélation pour toi. Ça s'appelle Fresh, c'est avec Samuel L. Jackson. Est-ce que tu te souviens de l'histoire? Est-ce que tu veux nous la raconter? Bien sûr, j'ai envie de la partager avec vous parce que je pense que dans la vie, il y a des mentors, il y a des conseils et puis il y a des films. Moi, il y a un film qui m'a sorti enfin, qui m'a permis de structurer ma sortie de la cité de béton, la forêt de béton, comme je l'appelle. Moi, pour info, j'ai une famille du côté de ma mère, on est 12 frères et sœurs. J'ai très vite connu la toxicomanie par deux de mes oncles qui venaient à la maison et qui volaient du matériel, qui cassaient tout. Donc, c'est un film qui m'a marqué parce que c'est l'histoire d'un petit jeune ça se passe dans le Queens, au Brooklyn, je crois. C'est un petit jeune qui arrive à sortir de sa situation de la street par le biais des échecs. Et il construit toute sa vie autour d'une partie d'échecs. Et les échecs, moi j'ai appris ça, c'est un éducateur qui m'a appris les échecs. Et j'ai bâti toute mon enfance, on va dire toute mon adolescence et bien plus tard, ma vie sur une partie d'échecs.
Donc, toujours anticiper 2, 3, 4 coups d'avance. Et ce film m'a permis de sortir de ma cité de béton. Merci, je remercie Samuel L. Jackson et Fresh, ce film, d'avoir croisé ma route. Et puisque l'on parle de drogue et qu'il y a prescription, à 15 ans, comme beaucoup de jeunes, même si ce n'est pas une généralité, tous les jeunes dans les cités ne tombent pas dans la drogue, tu fais le chouf, c'est-à-dire le guetteur pour gagner un peu d'argent. Et puis, forcément, et là non plus on n'est pas dans une généralité, à 17 ans tu fais des go fast. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un go fast, est-ce que tu peux nous le dire ? Alors concrètement, pour resituer le contexte, moi je viens de Bagneux, plaque tournante du crack, et moi j'étais au 10e étage, donc 10e étage bien placé pour voir les entrées-sorties des flics. Et très rapidement, je suis rentré dans la sphère, donc à l'époque avec Fofana du gang des barbares, que vous avez dû connaître l'actualité de cette histoire. Moi très rapidement, pour gagner de l'argent et pour être indépendant, j'ai été enrôlé, donc j'ai posé ma candidature comme à la NPE pour pouvoir placer. Moi j'étais dans un endroit stratégique pour voir les flics, et donc concrètement c'est passé au début de petits les flics arrivent, et donc là on place le matériel, comme vous le voyez, l'organisation dans une cité c'est très bien organisé, il y a des nourricières, on place le matériel, l'argent, la coke, le shit dans des endroits, c'est des caches. Et concrètement, moi je suis passé au niveau supérieur. Moi l'idée c'est que je voulais pas me faire tricard par la famille. J'avais un grand frère et j'ai été très 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 discret. J'étais vraiment un sous-marin au milieu de tout le monde. Et à 17 ans, moi j'ai commencé à faire du Domino's Pizza. Et de là, moi j'ai eu l'ingénieuse idée à l'époque, mais bon voilà, il fallait de la survie, il fallait gagner de l'argent très 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 vite et en grosse quantité. J'ai eu l'ingénieuse idée d'aller discrètement voir le parrain, le parrain qui s'appelait, je vais pas citer le nom, je ne dois pas citer le nom, mais je l'ai vu, et en gros j'ai proposé de faire des livraisons Domino's Pizza. J'allais d'endroit en endroit où je repartais à plein chargé de Bagneux pour redistribuer. Donc là c'est pas les go fast en mode voiture, on part de Marbella pour monter sur Paris. Moi c'était des mini go fast, c'est-à-dire que je partais avec ma mobilette, je passais me ravitailler, où je mettais à bloc tous les paquets et je partais à Fresnes, à toute la zone, pour faire des réapprovisionnements, comme on appelle. Et donc ça m'a permis très très rapidement de faire beaucoup d'argent en peu de temps. Et c'était à l'époque quelque chose dans ma tête, tu sais, quand tu réfléchis, tu hammem, et j'ai trouvé ce truc-là qui après s'est répandu par la suite. C'était une manière de brouiller les flics au final. C'était une couverture. Alors Voilà. le but évidemment n'est pas de parler de Fofana, mais on comprend bien l'importance de cette violence qui existe à ce moment-là dans cette cité, parce que quand on connaît l'histoire aujourd'hui de cet homme et de l'horreur de ce qu'il a pu faire, on imagine bien que lui aussi a vécu une enfance assez violente. Ouais, très violente, ouais, carrément. En le connaissant bien, je l'ai très très bien connu, Fofana. Ouais. Comme quoi la vie et l'environnement dans lequel on grandit, on devient son environnement, parfois, malheureusement. Ouais. En 95, La haine de Mathieu Kassovitz sort sur grand écran, et là, c'est une claque. Tu découvres Cut Killer. On écoute un extrait tout de suite. 3, 4. Sacré Cut Killer. Il se passe quoi à ce moment-là quand tu découvres La haine ? Je suis transcendé. J'ai un frisson qui me parcourt le dos. Je sens un élan de liberté. Je sens à travers ce fameux scratch, le fuck. Je sens toute une énergie qui m'habite. Et la première chose que je fais, c'est je séquestre un mec où je lui achète direct ses platines. Et je passe des heures. Je suis habité par la magie de ce film qui m'a emporté. Où ce charisme, il est au milieu au 10e étage. Moi, lui, il était au 7e, moi, j'étais au 10e étage. Et cette vue, tu sais, quand tu es dans la cité de béton, tu as toujours un mur en face de toi. Et là, je voyais la fenêtre, l'horizon, cette musique qui parcourait qui résonnait. Et j'ai tout de suite été habité par la passion du DJing. J'ai passé des heures et des heures à scratcher. Et c'est ce qui m'a permis aussi la musique m'a permis de sortir de passer le cap entre soit je finis à me faire sauter, d'une part,
parce que ça va très très vite, soit tu te fais sauter, soit tu te fais canner. Mais tu vas pas très très loin au final. Et la musique, vraiment, je dis, Fresh le film m'a permis de structurer ma réussite, d'être intelligent au final, de réfléchir 3 fois plus. Mais la musique m'a sauvé. Moi, c'est un exutoire. Elle m'a sauvé d'une vraie. Ouais, je restais à travers je restais dans les murs, quoi. Donc, ouais. Et tu t'y mets Carrément. tellement sérieusement que ça décolle. Tu fais même des compétitions internationales et c'est le début de l'ascension. Ouais, exactement. En gros, ce qui se passe, c'est que la musique, ça t'amène à aller chercher du son, donc à aller rencontrer des personnes différentes. Et là, j'ai commencé vraiment à ouvrir de mon champ de la cité où j'avais un peu les mêmes têtes. Je sortais sur Paris, j'allais rencontrer des gars, j'écoutais du son, du jazz, la soul. Et de là, de mon travail, j'ai participé à quelques compétitions qui m'ont amené ensuite au championnat d'Espagne, DMC. Donc les DMC, pour info, c'est ceux qui sortent des DMC, c'est C2C, c'est DJ Pone, le DJ de NTM, RH, c'est plein de DJ qui ont fait Crazy B, qui était le DJ d'Alliance Ethnique. Donc moi, je me suis retrouvé avec toute une équipe qui, pour moi, était vraiment des exemples dans le domaine du turntablisme, comme on appelle. Et ça m'a permis de partir au championnat du monde, de voyager, d'aller m'installer, de faire une installation à Barcelone, de faire des compilations, de passer à la télévision, enfin faire de découvrir une nouvelle vie insoupçonnée et qui, grâce à la musique. Et puis tu pars même donner des cours de DJ au Cap-Vert. On en reparlera un peu plus tard d'ailleurs du Cap-Vert, Yes. puisque tu t'apprêtes à boucler la boucle en quelque sorte. Mais avant, au début des années 2000, c'est une femme cette fois-ci qui va changer le cours de ta vie. Tu as un coup de foudre pour une certaine Bérénice et avec elle, tu pars vivre le rêve américain à New York. Ouais, c'est une histoire d'amour, tu vois, de première histoire d'amour d'ado, enfin pas d'ado, d'après, de pré-ado, enfin non, d'après-ado, hein, voilà. Et ouais, carrément, je vais la suivre, elle va faire ses études à Hunter College, et moi direct, je me prends pas la tête, je prends mon sac à dos, un billet et je fonce à New York. Où dès que je pose le pied à New York, je me fais waouh, plus jamais de ta vie tu retournes en France, plus jamais. J'ai l'énergie, pareil comme Cut Killer, ça m'a happé. Et voilà, et j'arrive à New York, ouais, carrément. Et à New York, tu te lances dans le graphisme. Exactement, alors, comme en maison de disques à Barcelone, où j'étais, je me suis dit la musique, ça s'arrêtait. Et pour moi, l'Amérique, c'était vraiment le temple du design, du graphisme, du cinéma, de la prod. Et donc, j'ai travaillé en tant que stagiaire, en TV prod d'abord, pour Gaëtan Rousseau, où j'ai travaillé sur des clips. J'ai appris vraiment tout le métier de la prod. Et ensuite, j'ai remporté un appel d'offres pour une agence de pub, une grosse agence de pub où j'ai travaillé pour des grosses marques, pour Marité François Gerbeau, etc. Et le tout, pour info, en tant que clandestin. C'est-à-dire que moi, j'ai dépassé mes 90 jours et je suis resté clandestin à New York. Et tu n'as presque peur de rien, puisqu'un soir, tu vas voir le patron de l'Hudson Hotel, un des très jolis hôtels de Manhattan. Tu lui dis que tu es DJ, il accepte de te prendre à la seule condition que tu arrives à faire danser Gloria et Stéphane présentes ce soir-là. Ouais, effectivement, je suis arrivé. On me dit si tu. En gros, quand je suis arrivé à l'Hudson, j'ai fait moi, je peux faire mieux que le DJ. Est-ce que tu peux me donner ma chance? Donc, ouais, le mardi, il me donne ma chance. Le patron dit ouais, là, il y a Gloria Stéphane. Si tu as fait danser, c'est bon, t'es embauché. Et je fous le bordel à coups de GBs, de son, la French Touch. Et il me dit, bon, le lendemain, il me dit, viens, 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 on va. Et moi, je parlais pas un copec d'anglais, j'étais vraiment naze. Il me dit le lendemain, il me dit, alors, moi, toute la nuit, j'avais préparé mon speech. Et il me dit, alors, combien tu prends? Et moi, je dis, I'm a famous DJ in Paris, and it's $1,000. Et $1,000 pour 21h, 1h30 du matin, tu vois le délire. Et là, le mec me fait, bit expensive. Et il me fait, bon, $600. Et moi, je le regarde comme ça, genre, let's see. Et dans ma tête, c'était Brésil. J'étais en mode, j'étais au-dessus des nuages. Et $600 pour un clandestin, j'étais là, bon, je commence à toucher le rêve américain. Bravo, bravo. Je fais danser Gloria Stéphane. On me propose $600 pour un mix. Le marché français était complètement à des années-lumière de ce qu'on me proposait là. Ça a amené à ça a amené ensuite à faire danser, à être propulsé à l'Hudson Hotel, l'une des meilleures soirées new-yorkaises le jeudi, où de plus en plus de gens commencent à venir pour la French Touch, pour ce petit rebeu là qui mixe au milieu de l'international, parce que les gens viennent du monde entier, t'as des japonais, t'as de tout. Et je voyais moi, clandestin, au milieu de tous ces gens-là, et là, t'as le patron qui me dit, bon bah viens,
à telle soirée, je suis emmené en voiture, je sais pas où je vais, qu'est-ce qui se passe? Tu te retrouves face à Leonardo DiCaprio et tu fais une private pour lui. Et là, t'as tout qui s'éclaire, toute la confiance tu sais, quand tu es en France, à Paris, on te met souvent dans une situation de culpabilité, de victimisation. Ouais, je suis une victime, je m'en sortirai jamais. Et là, j'ai vraiment touché le ciel. J'ai touché le ciel avec mon audace, avec ma créativité. Et c'est là où j'ai commencé à faire à croire en moi. Vraiment à croire en moi de plus en plus. Et puis, il n'y a pas que Gloria et Stéphane que tu fais danser, puisque on a découvert, pour la petite histoire, pendant la pré-interview, que tu m'avais fait danser aussi. C'est dingue. C'est quand même fou. Donc, à Ouais. partir de ce moment-là, tu enchaînes les soirées privées de toute la jet set, du showbiz. Ouais. Et puis, est-ce que, au milieu de toutes ces stars, de toutes ces paillettes, il t'arrive de repenser au petit Nordine dans sa cité de Bagneux qui avait faim? De dingue, de dingue, de dingue, de dingue. De dingue, parce qu'en gros, tu arrives sur des strass où il y a un vrai décalage. Les gens sont complètement désalignés sur les priorités. Il y a beaucoup de remise en question. Je m'implique vachement sur les causes humanistes. Déjà, c'est le début. Ça commence je me remets en question sur quelle quête je vais apporter dans ma vie, dans mon parcours, qu'est-ce que je vais faire. Et je m'intéresse de plus en plus de loin, par exemple, quand j'étais à New York, moi j'ai jamais reposé le pied à New York et on avait eu le passage tu sais, de Le Pen au pouvoir et j'avais monté, par exemple, déjà, j'avais commencé à organiser un vote ou pleure quand je suis rentré sur Paris par la suite. Je me suis vraiment impliqué dans une démarche citoyenne et donc pour un peu, plus jamais ça, quoi, plus jamais ça. Tu travailles avec des grands créateurs de mode, tu deviens une référence dans ce milieu. Alors là-dessus, c'est par rapport à Paradoxal, la boîte de prod, je suis amené à accompagner beaucoup de gens de la télévision, Paris Dernière, etc., où je suis vraiment connecté avec la mode, avec l'art aussi, énormément. En tant que créa et en tant que assistant d'IRPROD, c'était sur la première année. Et de là, à un moment donné, je fais un tour avec Narciso Rodriguez, la grosse Fashion Week, avec Narciso Rodriguez. Donc je me retrouve propulsé dans des soirées énormissimes où le champagne coule à flot, où les rails de coke s'alignent les uns à la suite des autres. Et moi, je suis là en mode waouh, le contraste, quoi. Je passe une journée où ça part dans tous les sens, c'est l'euphorie. Et à un moment donné, je me pose un soir, il est 1h du matin, en plein milieu d'un parc. Et à côté de moi, je tombe sur un SDF, un homeless, qui est là, et moi, la pression redescend et je lui parle. On se met à parler pendant 2 heures. Il est 1h, 3 heures du matin, je suis encore avec lui. Et là, je me pose une question, c'est mais comment vous fonctionnez, les amis? Comment ça fonctionne? Un SDF à New York, c'est quoi le principe? Où est-ce que tu te nourris? Comment? Et je me suis complètement connecté j'ai eu un flash, j'ai dit j'ai envie d'être dans la peau d'un SDF, d'un homeless à New York. Et ce qui s'est passé, c'est le soir même, il m'a dit il faut que tu ailles là tu sais, dans le Ace Village, tu as des sortes d'espaces, de centres où tu vas gagner ta place. Et moi, je suis allé toute la semaine. Je me suis mis en mode homeless, c'est-à-dire que je dormais la première soirée. Tu donnes ta pièce d'identité. Moi, j'avais une fausse Security Social Number et je mettais ma carte. Et premier soir, ils te font dormir sur le banc. C'est le deuxième soir que tu gagnes ta place. Et je suis vraiment rentré dans les coulisses, à l'intérieur de l'univers des SDF. Donc le matin, avant d'aller chercher les gars de la télé de Paris Dernière, etc. Je faisais la manche, je prenais mon café, mon petit donut, j'avais pris ma douche, j'avais gardé mes petites affaires et j'ai découvert plein de trucs qui m'ont remis les idées en place. Et j'avais l'impression à un moment donné, je sais pas si vous avez vu Into the Wild, quand il revient de sa quête, il est au milieu dans les restaurants, j'avais l'impression d'être un invisible. Donc ce que je vous dirai à la fin, ça résonne avec cette expérience-là que j'ai vécue. J'ai eu vraiment le sentiment d'être un invisible au milieu des gens. J'ai vraiment ressenti ce que ressentent des homeless, enfin tout le monde, quoi, les gens qui sont pas considérés. Ça m'a fait un gros choc mental et ça m'a poussé au fond de mes retranchements. Mais quand je te dis au fond, mais incroyable, un truc que j'ai encore, qui m'anime tout le temps, c'est de plus jamais vivre ça et de jamais laisser quelqu'un dans la merde. Voilà. Tu rentres en France, au bout d'un certain temps. Les propositions de travail dans la com, la pub pleuvent. Mais petit à petit, tu perds pied, tu franchis la ligne rouge, drogue, alcool. C'est la descente aux enfers. Ouais, je me suis vachement impliqué à mon retour de Paris.
Je suis un des premiers créateurs du studio Cross Media. C'était à l'époque le studio Cross Media. Il y en avait 3 sur Paris. Je travaillais j'ai proposé mes services à beaucoup d'agences. J'ai monté une équipe de 15 personnes. Et là, je me suis fait trahir parce que bon, je suis un entrepreneur, je suis un créatif, mais je suis pas un entrepreneur, donc j'ai pas forcément bien géré. Et au bout d'un moment, j'ai eu la pression. Et de là, je suis tombé vraiment en rupture amoureuse avec Bérénice à l'époque en rentrant de New York, qui m'a vraiment mis dans le mal. Je buvais pas d'alcool, rien du tout depuis à mon retour de New York, donc j'ai toujours été clean, et c'est en retour en France, petite cassure, et puis là dans le monde de la nuit, je me suis complètement laissé dépasser et j'ai perdu pied. Je me suis usé. Heureusement, tu retrouves l'amour. En 2011, il y a une petite Léonore qui voit le jour. Tu remontes petit à petit la pente, et puis tu montes un nouveau studio qui porte le nom de ta fille. Tu continues à mixer pour les Happy Few, et puis avec l'arrivée de Léonore, tu as une sorte de prise de conscience. Ouais, carrément. Déjà, le jour où j'ai été trahi par mes associés, c'est le jour où j'annonçais à mon associé que j'allais être papa. Et le coup de couteau dans le dos, il est violent parce que ça a été une dénonciation sur de la, c'était pas franc. Enfin, ils m'ont trahi, quoi. Ils m'ont trahi. Et j'apprends que je suis papa, et on m'a fait du chantage. On me disait, tu vas pas faire grandir ta fille. Donc moi, j'ai tout lâché. Je suis parti là, euh, sans rien, quoi. Vraiment sans rien. Et c'est ma fille qui m'a vraiment donné l'énergie de dire que l'humanité, elle a besoin de... Là, j'ai pensé qu'à ma fille, ouais. Comment je vais la faire grandir? Donc, je l'ai fait voyager dans le monde entier. Elle a fait le tour du monde. Elle a été DJ au Club Med. Elle a fait le Japon, New York. Elle a une maman qui est magnifique. Je suis séparé de la maman, mais qui fait vraiment attention. On fait attention à l'éducation de notre fille. Et maintenant, aujourd'hui, depuis qu'elle est née, tout est orienté sur l'avenir de nos enfants. Il y a une vraie implication sur qu'est-ce qu'ils vont devenir et comment. Je ne veux pas avoir de regrets. Je veux pas qu'elle se retourne en face de moi et me dire papa, t'as rien foutu, hein. Qu'est-ce que t'as fait pendant tout ce temps-là? On a kiffé, mais surtout on s'est impliqué sur des belles causes. Et oui, et Léonore a eu la chance d'avoir une enfance que toi, tu n'as pas eue. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et on lui donne à la fois ce cadre, mais à la fois on la met face à des réalités. Moi, Léonore, je l'ai mise en mode Independence Day, mais très 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 tôt, très tôt. Donc, elle a réussi à nourrir une forme de confiance en elle. On lui a donné sa confiance, et et on continue. Donc, ouais, on lui donne, mais sans la chérir, tu vois, sans la gâter, quoi. On n'est pas là pour lui dire t'es la septième merveille du monde. On te donne tout. Non, ça se mérite. Ça se mérite. En 2011, la Covid-19 frappe la planète. Au mois de mars, l'Hexagone est sous cloche, le monde est paralysé. On assiste à des scènes assez incroyables de Paris déserte, l'ambiance est lourde. Et contrairement à beaucoup de monde à cette période, toi, tu ne te laisses pas abattre. Cette pandémie, c'est même une véritable révélation pour toi, puisque tu crées une association qui s'appelle Covivre. Alors raconte-nous un peu comment ce projet est né et toutes les actions que tu as pu mettre en place pendant le confinement. Carrément. Alors, pour info, moi j'étais DJ. Donc, DJ, quand je vous disais DJ, je gagnais super bien ma vie. Je mixais entre Tel Aviv, la Suisse, pour des stars, pour Nagui, pour plein de monde, plein de monde. Et tout était cool. J'avais investi dans un appartement, voilà, où j'étais bien placé, juste à côté de sa maman. Et tout s'arrête. Mais tout s'arrête, mais moi je l'anticipe parce que le parrain de ma fille, il est à Shanghai à l'époque. Il me dit attention, il va se passer ça, fais attention là. Là, il y a un gros raz-de-marée, un gros tsunami qui arrive. Et de là, moi, je commence à mettre mes enceintes sur le balcon. Je commence à préparer le confinement. Et là, je prépare tous les soirs un radio Covivre. Radio Covivre où je donne, avant les applaudissements, j'invite tout le quartier je mets un camion en bas de la maison où les gens peuvent, je leur dis, mettez vos poèmes, vos messages, mettez à manger, des vêtements, et moi je dépose les vêtements et la bouffe au Resto du Cœur. Et vos poèmes, Léonore va prendre le micro, et avant les applaudissements, soit on met une musique, ou soit on met un message. Et de là, première vraiment, là, la presse vient, il y a Brut qui vient, tout le monde vient au 22 rue Fessard, tout né du 22 rue Fessard. Et j'en profite pour monter une communauté sur Internet, pour profiter, quand les gens étaient confinés, faire des activités pour les enfants, pour les parents. Donc, je crée Covivre pour des tours de magie, pour des histoires, des quiz. Léonore participe à des quiz. Elle est sollicitée par la télévision pour passer à la télévision, pour faire aussi un quiz elle avait été découverte sur cette fameuse plateforme. Donc, on fait plein de rendez-vous pendant le confinement. Et de là, à un moment donné, quand je vais au Resto du Cœur et que je vois qu'il y a vraiment une urgence alimentaire, je décide
de faire un spécial record du monde du DJ de 32 heures sans dormir pour les Restos du Cœur. Au profit des Restos du Cœur. Et donc là, tout le monde s'implique. Vous regarderez sur Instagram, sur Covivre, il y a toutes les archives de ce qui s'est passé. Donc la première, on a fait des appels aux dons pour les hôpitaux de France, ensuite pour les Restos du Cœur, ensuite pour aider les enfants à partir en vacances. Moi, c'était important pour moi parce que j'ai pas eu l'occasion de partir en vacances. Voilà, il y en a beaucoup d'enfants qui partent en vacances. Ensuite, on a été... Salut Maléonore, je suis en interview et juste après c'est toi. Ok. Est-ce que tu veux l'ouvrir? Oui, bien sûr. Attendez une petite seconde. Vous voyez, c'est les aléas du direct. Une petite seconde. Ça y est, désolé. Voilà. Alors, est-ce que mademoiselle Léonore accepte de me parler ce soir? Bien sûr, ouais, elle accepte. En gros, pour la petite parenthèse, c'est que le papa de Marion est entubé actuellement. Voilà, il est à l'hôpital et donc elle était en pleurs tout à l'heure. Donc j'ai dit c'est peut-être pas sûr qu'elle puisse prendre la parole, mais là elle est cool parce on prépare un apéro après pour avec les voisins et donc ça la sort un peu de cette ambiance. Mais en tout cas, donc on a fait les Restos du Cœur. Ensuite, on a aidé les enfants à partir en vacances. Ensuite, l'été, j'ai fait 2500 km à vélo à la rencontre des citoyens après le confinement. Et à la rentrée, on a fait des opérations pour les femmes battues et pour les femmes. Donc, c'était des DJ qui soutenaient une association. Léonore a donné des cours de DJ pour des orphelins pour les aider à avoir des cadeaux. Là, en date, on a fait un Top Chef Kids où Léonore a fait des repas, des gâteaux pour des réfugiés. Et là, on a donné des cours à Thomas, un autiste qui, la première fois, prenait des cours de DJ. Donc, pendant l'année, il y a plein d'opérations au soutien d'autres associations. Covivre est devenu ça. Et le prochain projet, ce sera le Paris-Cap-Vert à la rentrée pour aller à la rencontre des invisibles et leur donner la parole pour sensibiliser au réchauffement climatique. Oui, tu nous en reparleras tout à l'heure. Yes. Alors, est-ce que Léonore veut nous parler maintenant? Ouais, carrément. Alors, attendez, je l'appelle. Léonore? Ils arrivent Ouais, maintenant. t'inquiète. Alors, voilà, il y a Léonore qui s'est installée. Yeah! Tu m'entends, Léonore? Oui, Ça va? oui. Bon. Merci de nous parler ce soir, c'est hyper sympa. Tu sais que c'est une grande première sur Clubhouse parce que t'es la toute première petite fille à être interviewée ici, devant des grands. Papa, il me l'a dit. Tu peux être fière, hein. Et avant de commencer, je sais que t'aimes beaucoup cuisiner et je voulais savoir si papa avait été cool ce soir et avait commandé des nuggets et des frites ou si c'est toi qui avais préparé le dîner, comme la dernière fois. Non, c'est moi qui ai encore préparé le dîner. Il est quand même gâté, papa. Léonore, pendant le confinement, tu es devenue une vraie petite graine de star sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est important dans ta vie de tous les jours d'aider les autres ? Oui, parce qu'il y a des gens qui peuvent pas avoir la vie qu'on a et qui peuvent mourir du coronavirus parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir des gestes barrières comme il le faudrait. Et ça, c'était important pendant le confinement d'être en contact avec les gens qui ont moins de chance que toi et même les enfants aussi. Oui, j'ai pas vraiment croisé d'enfants. Mais tu donnais des cours de cuisine sur Facebook. Oui. Et ça t'a plu ? Oui, j'ai bien aimé parce que j'apprenais à faire à quelqu'un ce que je savais faire. Et qu'est-ce que tu préférais ? C'était les cours de cuisine ou apprendre aux gens à mixer ? Les cours de cuisine. Et est-ce que c'était compliqué pour toi d'être à la maison tout le temps ? Sans voir tes petits copains de classe ? Un peu, mais j'avais une copine où je la voyais tout le temps. Et c'est comme si j'allais à l'école. Mais ça me manquait un peu et certains copains me manquaient. Est-ce que tu veux être DJ comme papa quand tu seras plus grande ? Non. Non ? Qu'est-ce que tu veux être ? Je sais pas, j'hésite à être comme maman graphiste. Ah, c'est bien. Mais moi, je te l'ai dit, il faut que tu sois influenceuse. On en parlera quand on se verra très vite pour un coca sur une terrasse très bientôt. D'accord. À très bientôt, Léonore. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, c'était la petite Léonore, la petite Lolo, comme on l'appelle. La vie de quartier que tu animes aussi a été vitale pour les gens pendant le confinement. Et je sais pas si j'avais vraiment le courage d'en parler ce soir, tant l'histoire m'a émue lorsque tu me l'as racontée en préparant l'interview. On va l'avouer, j'ai pleuré. Il y a cet élan de soutien que tu as organisé autour de ce petit garçon africain. Lancely. Écoute, il s'est passé des choses incroyables pendant le confinement, je pense un peu partout dans tous les quartiers. Mais l'idée, c'est que tous les soirs sur Radio Covivre, donc on donnait des poèmes, etc. Et un jour, je reçois un appel d'une éducatrice qui me dit, voilà, on a un petit Lancely qui adore ce que tu fais. Il a envie que tu passes telle musique et son problème, c'est qu'il est enfermé
tout seul dans une maison et il est en attente de famille, de placement en famille, il attend une famille qui puisse le placer. Et moi je lui dis non, 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 tu sais quoi, on va faire les gestes barrières, on va le faire venir en bas, on va lui fêter son anniversaire tous ensemble dans le quartier, tout le monde va venir et on va lui fêter son anniversaire. Donc il s'est posé en bas, on a préparé un gâteau d'anniversaire. On a préparé une PlayStation. Moi, j'ai pris ma PlayStation, je l'ai mise dans le camion. Et ce qui se passe, c'est que le quartier entier, vous pourrez voir la vidéo sur le site covivre.org, les actions solidaires. Tout le quartier lui a fêté son anniversaire. Il y a eu un élan de solidarité incroyable. Et le lendemain, je reçois un appel de l'éducatrice qui dit le procureur ou je sais pas quoi, enfin la personne qui est en charge des placements lui a trouvé une place. Et donc c'est avec émotion où le soir même, je dis à tout le monde dans le quartier, bah écoutez, Lancélie a trouvé une famille d'accueil. Et c'est ce genre c'est une anecdote parmi tant d'autres qui se sont passées pendant le confinement. Il y a eu un vrai élan de solidarité. Là, en Gorre, par exemple, ce soir, j'ai placé une story sur Instagram. Il y a Mickaël qui est en bas de chez nous, qui est un SDF, qui a une tente. J'ai placé un message, tout le monde a envoyé des vêtements, lui a donné à manger. Il a trouvé un travail en tant que magasinier chez Auchan. Et là, j'ai mis une story en disant c'est cool, il a trouvé un travail, mais maintenant, on va lui trouver un appart. Et c'est ces élans de solidarité qui inspirent d'autres gens, et plein de gens ont continué à relayer. Voilà, c'est ça, je pense, la vocation d'une vie, c'est de faire attention aux uns et aux autres. Et c'est une des anecdotes du confinement, qui a fait du bien, à tout le monde. Et puis, donc, Covivre, c'est toutes ces belles actions. Et c'est aussi, excusez-moi, je suis émue, dès cet été, un bike tour pour partir à la rencontre donc des réfugiés climatiques, de ceux que tu appelles les invisibles. 2500 km entre Paris et le Cap-Vert à vélo, raconte-nous. Alors, pour la précision, ça va être à la rentrée parce que je veux laisser le temps aux gens de profiter des vacances. Et puis moi, je vais emmener ma petite Lolo, je vais voir, on va la balader un peu. Ça va être à la rentrée et c'est exactement 4500 km où je prépare le voyage parce que cet été, là, j'étais parti à l'arrache comme ça, sur un coup de tête. J'ai pas mal souffert, mais c'était une belle expérience. Et l'idée, c'est que d'aller à la rencontre, concrètement, pourquoi j'ai choisi la thématique du réchauffement climatique, c'est que c'est un sujet qui me parle depuis longtemps. Moi, là-bas, je suis directeur artistique. J'ai travaillé beaucoup pour les Restos du Cœur, pour Action contre la faim, pour Médecins du Monde, etc. Et j'ai eu les chiffres accablants du réchauffement climatique par rapport à l'Afrique. Mais accablant. C'est-à-dire que là, on est dans le mode des bisounours. Je ne veux pas vous faire peur, mais je pense que certains sont au courant. Et accablant pour nous, mais pour nos enfants surtout. Et que l'action, elle est maintenant. C'est maintenant qu'on doit se bouger. C'est maintenant qu'on doit vraiment trouver des solutions coûte que coûte et se mobiliser et arrêter de croire au Père Noël. Et l'idée, c'est que d'où c'est venu ça, c'est deux choses qui m'ont dit j'ai envie de faire ça, je me fixe un challenge chaque année. C'est le premier, c'est de voir les chiffres accablants, donc des réfugiés climatiques, de l'exil, des déplacements climatiques. Mais surtout, c'est une histoire que j'ai partagée avec ma mère. Un jour, on est au marché et on rencontre un petit Marocain, mais tout frileux, traumatisé. Dans le regard, tu voyais qu'il avait fait... c'était Midnight Express, le délire. Et on l'accueille, tu vois. Ma mère, elle a vraiment un sens de l'accueil. Elle a beaucoup souffert, comme vous l'avez vu dès le départ. Une femme battue avec un grand cœur et qui a fait preuve de résilience. Et on l'a accueilli et il nous raconte une histoire qui, moi, m'a marqué à tout jamais. Il m'a dit, écoute, je suis parti d'Espagne, du sud de l'Espagne jusqu'en France sous un camion et j'ai qu'une seule envie aujourd'hui, c'est de rentrer dans mon pays natal du Maroc. Et c'est toujours resté dans un coin de ma tête. Et là, plus que jamais, j'ai envie d'aller à la rencontre. Donc, je vais faire Paris, l'Espagne, le Maroc, passer par Mauritanie, le Sénégal, et puis ensuite finir à Praia, la ville de Césaria Evora. Et j'ai mis en place une map, vous irez sur le site, c'est que je suis en train de créer une application pour être géolocalisé. Nordine, tu as coupé le... Ouais, excusez-moi, parce que Léonore était intervenue sans frapper à la porte. Je lui ai dit que je terminais. Et en gros, ce qui se passe, c'est que... Désolé, voilà. C'est du direct. C'est du direct. Et en gros, l'idée, c'est que vous allez voir à chaque fois, je serai géolocalisé et je vais interviewer les invisibles. L'idée, c'est que je vais aller dans des associations, je vais repérer les personnes qui ont des histoires très fortes. Et l'idée, c'est que je fais des petites capsules, genre 2 minutes, en disant, mais t'es qui, toi? Mamadou, Mohamed, Rachid, ce que tu veux. C'est quoi ton parcours? Moi, c'est Bac+10, je suis un avocat, je suis un médecin. C'est quoi le livre qui t'a fait grandir? C'est pourquoi l'Europe? Enfin, c'est vraiment de mettre en avant
de sublimer, de révéler des personnalités et qui ne se sentent pas comme des invisibles. Parce que c'est vraiment ça, quand on passe, vous voyez, à Porte Champéret sur Paris, partout, vous les voyez, il y a des âmes, il y a des vies derrière. Et j'ai envie de sensibiliser à ça. Et lorsque j'interviewe une personne, il y a toute une mécanique où les internautes peuvent soit lui envoyer un don directement, soit l'aider à trouver un travail, soit l'héberger. C'est vraiment ma quête de ce voyage qui ira sur tous ces pays-là avec ce principe-là. Donc cette année, c'est le Bike to Be Alive Tour 2021. Nordine, on va bientôt laisser la possibilité aux personnes qui sont dans l'audience de lever la main. Enfin non, d'ailleurs, commencez dès maintenant à lever la main pour qu'on puisse vous faire monter on stage afin que vous puissiez poser vos questions à Nordine. Nordine, tu t'arrêtes pas là, puisque avec Covivre, tu plonges déjà sur 2022 et 2023. Exactement. Ouais, carrément. Le 2022, je veux faire un Boat to Be Alive Tour. C'est-à-dire que je veux aller sur le bassin méditerranéen en bateau, avec une équipe de skippers et d'aller d'île en île et de sensibiliser aux problématiques des fonds sous-marins, des fonds marins, et de questionner sur le devenir de notre planète, de l'écologie, du gaspillage, de la pollution, et surtout, c'est qu'il y a un documentaire qui m'a vraiment interpellé, c'est Seaconspiracy. C'est vraiment la problématique des ressources, de nos ressources liées à la mer. Donc moi, j'ai envie de faire ça en 2022. Chaque année, je me fais un challenge. Et l'année d'après, ce sera en montgolfière. J'ai envie un peu comme c'est d'aller de pays en pays en montgolfière, et c'est de là j'ai envie de m'arrêter dans les plus grosses associations qui changent le monde. C'est-à-dire j'ai envie d'aller voir Rabi, ensuite je vais aller à telle association, et c'est tout ça je vais le faire en montgolfière. Donc c'est vraiment un projet de vie. Moi je veux vivre que de ça. Aujourd'hui je suis directeur artistique dans une start-up, mais mon rêve, voilà, c'est tous les matins je me lève pour aller changer le monde. Et ma fille, elle serait tellement fière. C'est pour ça que je recherche, moi, actuellement, pour cette association qui est simple, qui est modeste, mais des mécènes, des gens qui croient en projet, des gens de la presse, tout le monde en parle. C'est pas un one-shot, c'est cohérent, ça fait partie de mon ADN, et je pense de l'ADN de beaucoup de personnes qui sont dans cette room, je l'espère. Rappelle-nous l'adresse du site internet. Alors c'est co et vivre, parce qu'on copartage, on covit, vivre, vivre.org, covivre.org. N'hésitez pas, il y a déjà tout ce qui a été fait l'année dernière, pendant le confinement, les actions solidaires, et il va y avoir avoir plein de belles choses. Là j'ai un projet, j'aimerais faire bon non, je vous le ferai découvrir par la suite, je vais pas trop m'étaler. Voilà. J'ai une dernière question. Covivre donc va partir à la rencontre des invisibles. On parlait tout à l'heure de ton enfance à Bagneux. Justement, puisque tu as connu cette ultra-violence, est-ce que tu as aussi prévu d'aller aider des jeunes dans les cités, justement pour qu'ils ne finissent pas mal ? Alors, je vais te donner la boucle. C'est marrant parce que ça, c'est la synchronicité, comme on l'appelle. Un des projets qui me tient à cœur, et ça va démarrer, je vais aller donner des cours de DJ à des détenus en prison. Donner vraiment une touche parce que même dans les prisons, tu peux œuvrer pour changer le monde. Voilà, c'est ça que j'ai envie de passer comme message. Et ça, c'est prévu au retour du Cap-Vert. Je veux avoir assez de matière pour aller en prison et donner des cours de DJ et transmettre ce message-là, mais en prison. C'est-à-dire, voilà, ce qui a été fait, et maintenant, vous aussi, même de l'intérieur, ne ressortez pas plus défoncé que vous l'êtes rentré, sortez plus grandi que vous l'êtes. Merci Lola, merci à tous. Eh bien, merci beaucoup Nordine, merci surtout à la petite Léonore de m'avoir donné l'exclusivité d'une interview. Merci à tous d'avoir été présents. Pour donner un petit coup de pouce à la jolie association de Nordine, Covivre, rendez-vous sur covivre.org. N'hésitez pas à suivre les personnes on stage et autour de vous, je ne le répéterai jamais assez, la richesse, l'essence même de Clubhouse, c'est l'échange et la collaboration. Vous pourrez écouter le replay de cette interview grâce au lien qui se trouve dans ma bio ou dans le descriptif du club. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous inscrire. Quant à nous, on se retrouve demain à 20h15. Je recevrai l'incontournable, la pétillantissime Caroline Mignot qui nous parlera de reach, de growth, de secrets de Clubhouse, mais pas que. Allez, bonne soirée à tous. Merci Lola, merci beaucoup.